Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur le thème de la formation professionnelle. Alors effectivement, le secteur de la formation professionnelle a subi de nombreux bouleversements ces dernières années et même cette dernière année. Depuis la loi Delors de 1971, nous pouvons dire que pratiquement à chaque gouvernement, sa réforme de la formation professionnelle. La loi du 5 septembre 2018 instaure maintenant la liberté de choisir son avenir professionnel et a depuis son application en 2019 de nombreuses répercussions sur l'ensemble des acteurs et sur l'ensemble du secteur. Justement, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Quels sont les grands aspects de cette loi? Quels sont les bouleversements attendus dans le monde de la formation? Quels sont les acteurs touchés et comment sont-ils touchés? C'est-à-dire quelles seront les répercussions pour les demandeurs d'emploi, pour les organismes de formation, pour les entreprises et leurs salariés et pour les CFA. Pour répondre à ces nombreuses questions et pour essayer d'y voir plus clair sur cette réforme de la formation professionnelle et sur ce vaste sujet, je vous remercie de bien vouloir accueillir nos 4 invités présents aujourd'hui et ce soir. Isabelle Leroux, vous êtes directrice du développement des compétences du groupe Actual. Cyril Simanger, vous êtes directeur régional de Opcalia Auvergne-Rhône-Alpes. Franck Petit-Demange, directeur Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne du groupe Actual. Et enfin, Jean-Pierre Gobert, directeur général du CFA du Creutez. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, Isabelle, je me tourne vers vous. Pourquoi cette réforme de la formation professionnelle, pourquoi elle arrive maintenant? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Laetitia, c'est vrai que depuis 1971, on en a une à peu près tous les 2 ans. Parce que je suis arrivée par l'intermédiaire d'une réforme dans le monde de la formation professionnelle. On a un coup une réforme sur les dispositifs, on enlève les contrats de qualif, on met un contrat de pro, on a un coup une réforme sur la gouvernance, les flux financiers, etc. Et puis là, effectivement, on a une réforme où on remélange tout, les dispositifs, la gouvernance, les flux financiers, les titres, puisque là, on va même jusqu'au plan pédagogique, tout est bouleversé. Donc là, on est sur une très, très grosse réforme. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, on est... D'abord, c'était une promesse de M. Macron au moment de son élection et de sa campagne que d'essayer de se mettre en action sur le monde de l'emploi et en particulier de faire revenir à l'emploi un maximum de personnes, leur donner cette opportunité de revenir à l'emploi. Grâce à la formation, en fait, voilà. De les former pour aller plus loin. Donc, comme régulièrement, vous l'avez dit, un gouvernement arrive, on saisit les partenaires sociaux, on leur demande de discuter, d'imaginer, etc. On les pousse à aller un petit peu plus loin et là, effectivement, on les a poussés à aller beaucoup plus loin. Mais c'est complètement cohérent avec ce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire? On n'est plus entre nos 4 murs et nos frontières françaises. On vit dans un monde qui est dans une accélération incroyable. On est dans un monde d'innovation permanente, hyper accéléré, dans des transitions à tous les niveaux, avec des impacts forcément sur l'organisation du travail et sur nos métiers. Avec le digital. Le digital, on est 8 milliards d'individus bientôt sur Terre, 50% d'entre eux sont connectés. On échange un nombre de données juste inimaginable. J'avais noté un chiffre tout à l'heure parce que même moi ça m'étonne encore. 3 trillions d'octets par jour. Donc une idée à un endroit, une connaissance à un autre, tout ça se rencontre dans la seconde qui suit sur les réseaux, sur le web, etc. C'est une innovation nouvelle, un impact nouveau. Donc il y a une espèce d'accélération fulgurante, vertigineuse, j'ai presque envie de dire. Donc il faut qu'on soit hyper adaptatif en permanence à tous ces univers, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un organisme de formation, qu'on ait à gérer les politiques publiques de l'emploi, parce qu'il va falloir aussi un petit peu d'agilité, au moins autant que nous les entreprises, que nous on n'a pas trop le choix, de toute façon, c'est notre écosystème de tous les jours. Est-ce que ça veut dire du coup que finalement les métiers changent? Même maintenant on a du mal à parler de référentiel métier et de métier, on parle de missions qui donneraient un métier, et puis derrière un certain nombre de noms de métiers, finalement on a différentes missions parfois, et que du coup la formation doit répondre aussi à cette adaptabilité? Ah oui, assurément. C'est donner le nom d'un métier et se dire qu'on va faire ça toute sa vie, on oublie déjà depuis longtemps. C'était la génération sans doute, à peu près de nos parents, là, pour ce qu'on est autour de la table. Aujourd'hui, on est plus à se dire qu'on fait 7 métiers dans notre vie. Je pense au propos d'un collègue ce matin. Et demain, on est plutôt même à se dire que ce sera 7 métiers en même temps. Donc je ferai un truc de 8h à 9h, un autre truc de 9h à midi, un autre truc de midi, etc. etc. Donc on doit forcément s'adapter, être multicompétent. Mais la réforme a pris ça un peu en compte, puisque d'ailleurs dans la réorganisation de l'univers des OPCA et des OPCO maintenant, le gouvernement avait demandé à ce que ce soit structuré par filière. Donc chez Actual, quand on travaille la formation de nos intérimaires, on les travaille plutôt au sens de les faire intégrer une filière de métier.
Et au sein de cette filière de métier, il peut aussi peut-être, par le jeu des transferts de compétences. Voilà. Donc il vaut mieux parler de compétences et de filières que de parler d'un métier en tant que tel. Donc on peut s'accorder aussi sur le fait que cette réforme, justement, elle est basée véritablement sur la compétence. C'est comment on évalue cette compétence, quel que soit notre statut, demandeur d'emploi et salarié, ou bien même manager pour nos salariés, et comment on la fait évoluer, et du coup on la reconnaît. C'est exactement ça. Je crois d'ailleurs que c'était le propos de Muriel Pénicaud lorsqu'elle a introduit le texte, qui était de dire c'est la préparation au monde de la compétence. Alors c'est un pari qu'on avait fait nous il y a quelques temps, parce que la direction du développement des compétences existe depuis 4 ans, on avait pris un tout petit peu les devants, mais la compétence, on l'acquiert avec le temps. On la perd. On transforme notre connaissance en compétence, on l'acquiert par le geste au quotidien dans l'entreprise, par la relation que l'on a aux autres. Bien sûr. On la perd, on la transforme. On en acquiert d'autres. On acquiert d'autres. Donc on est dans un univers avec un champ des possibles extraordinaire. Alors c'est vrai que c'est hyper perturbant. Alors justement, qu'est-ce que ça change en fait? Si on dresse un bref panorama, par exemple pour les demandeurs d'emploi, on parle d'un fléchage, mais on en reparlera avec Cyril juste après, on parle aussi d'un fléchage des fonds qui vont plus vers les demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Alors, il y avait eu un certain nombre d'initiatives, déjà depuis quelques années, qui avaient d'ailleurs été prises par les partenaires sociaux à l'époque, mais Cyril connaît ça par cœur, qui étaient les préparations opérationnelles à l'emploi. L'idée étant de dire vraiment d'adapter au plus près du besoin de l'entreprise par rapport à un métier. On a, avec cette réforme, une concentration des moyens financiers à un endroit qui sont l'ensemble des cotisations de l'entreprise, puisqu'on profite de la réforme pour s'affiser tout ça. Et sur cet grand organisme France Compétences qui est créé par la réforme, on va réinjecter les fonds collectés auprès des entreprises sur les différents maîtres d'œuvre de la formation professionnelle. Donc on va réinjecter auprès des conseils régionaux, auprès de Pôle emploi, etc. Donc les entreprises se retrouvent à contribuer financièrement à la politique publique de formation des candidats à l'emploi, de façon très forte. Mais toutes n'auront pas accès à ces fonds, justement. Qu'est-ce qui change pour ces entreprises? On entend parler de moins de 50 salariés sur le panorama et plus de 50 salariés. Alors là, je vais déjà me tourner vers vous, Cyril. Justement, est-ce que ce fléchage des moins de 50 et des plus de 50 en tant qu'OPCA, OPCALIA devenant OPCO, c'est-à-dire opérateur de compétences, qu'est-ce que ça change pour vous et qu'est-ce que ça change pour elles? Alors, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui ont été pris depuis 2014, la précédente réforme, et celle-ci, du 5 septembre, elle ne fait que confirmer finalement ces orientations nouvelles qui sont finalement le fruit ou la résultante d'un certain nombre de reproches qui étaient faits au système. Donc, en fait, chaque nouvelle réforme essaie de répondre à ces enjeux, d'améliorer un système qui n'est jamais parfait, parce que ce sont des questions compliquées à traiter. Et si je prends l'exemple finalement effectivement de la formation pourquoi on flèche aujourd'hui plus précisément une partie des financements de la formation consacrés par les entreprises aux entreprises de petite taille, parce que dans les statistiques, on constate que ce n'est pas nécessairement là où se font le plus de formations. Quantitativement, c'est pas nécessairement les collaborateurs de ces entreprises-là qui sont les plus formés. Et donc, il y a un vrai effort à fournir. Et donc, le législateur, finalement, a fait ce choix d'orienter les financements de manière un peu fléchée vers cette typologie. Charge à nous, qui sommes finalement un peu les architectes de la mise en œuvre de ces processus, à développer la formation dans ces structures de moins de 50 salariés. Alors c'est vrai qu'après ça pose la question de la contribution, de l'investissement que doit consentir une entreprise, parce qu'elle garde la responsabilité du développement des compétences de ses collaborateurs, et c'est bien normal, quelle que soit sa taille. Et donc ça pose la question de l'investissement ou de l'effort de financement que doit désormais consentir une entreprise qui ne se retrouverait pas dans cette tranche, en tout cas pas pour bénéficier des financements mutualisés des OPCO, et qui va devoir prendre sur ses fonds propres le financement de la formation de ses collaborateurs au regard de sa taille. Alors, est-ce que ça ne va pas... Donc, bien sûr, ça va changer pas mal de choses, mais pour les entreprises de plus de 50, c'est vrai que des fois, sur les plans de formation, il y avait des demandes des managers, il y avait des personnes en formation, il y avait des demandes de la direction, et des fois, ces différentes demandes ne se retrouvaient pas. Des gens pouvaient arriver en formation et se demander un peu pourquoi elles étaient là. Donc, le fléchage permet peut-être aussi de dire que les fonds ne sont pas illimités et qu'il y a un vrai intérêt à la formation. Ouais. Et à l'inverse, je vous retourne la question pour les moins de 50, voire les TPE, qui, elles, des fois, ce n'est même pas une question de financement, peut-être, mais
mais une question de disponibilité des collaborateurs. Et que quand un poste s'en va pour partir en formation, une personne, eh bien, finalement, il n'y a plus personne pour l'assumer. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement focaliser simplement sur la question de l'orientation ou le fléchage des fonds. Parce que ça permet effectivement de donner les moyens aux acteurs de cette chaîne de valeur qu'est la formation professionnelle, d'imaginer des réponses pour permettre à ces collaborateurs qu'ils puissent se former. Donc c'est vrai qu'on a évoqué un peu le digital. Moi je suis persuadé que le digital n'a pas encore forcément trouvé toute sa place dans le processus de formation pour permettre finalement une agilité dans les réponses de formation. On voit que la réforme, elle officialise un certain nombre de pratiques nouvelles en pédagogie, comme la formation en situation de travail. Donc on officialise enfin aussi officiellement la formation ouverte et à distance, où on avait pris un peu de retard sur ces sujets-là. Donc voilà, le fléchage de fonds, c'est un vrai choix qui est fait politique et qui est incontestable. Maintenant, il faut que l'écosystème trouve effectivement les bonnes approches pour permettre à ces personnels de consacrer du temps à la formation, parce qu'on voit bien que c'est essentiel, maintenir, conserver, développer les compétences des collaborateurs, quelle que soit la taille des entreprises. Nous, ce dont on se rend compte dans un OPCO, c'est que si, sur le sujet par exemple de l'alternance, c'est dans cette typologie d'entreprise-là que ça recrute aujourd'hui beaucoup, et notamment des alternants, des apprentis, des contrats de professionnalisation. Et donc, on doit pouvoir nécessairement amener, en même temps qu'on est en capacité de répondre aux besoins de recrutement des entreprises, ces modalités pédagogiques différenciées pour permettre cette agilité dans le système. Ça, on en reparlera tout à l'heure, effectivement, de tous les processus possibles sur la digitalisation ou sur la formation. Mais c'est vrai qu'on entend parler de chiffres comme, par exemple, 70% des demandeurs d'emploi qui ne seraient pas adaptés au marché de l'emploi. Dans le sens, pas adaptés, c'est vraiment qui n'ont pas les compétences nécessaires à arriver à occuper un poste clé, enfin un poste quel qu'il soit dans une entreprise, parce que justement les métiers changent et les missions changent. Donc comment vous voyez ça effectivement déjà d'un point de vue, là plutôt Isabelle et Cyril, mais vraiment de ce point de vue-là, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut effectivement former les demandeurs d'emploi en dehors du cycle de l'entreprise ou de la vie de l'entreprise, ou au contraire réintégrer les demandeurs d'emploi directement dans l'entreprise, et là je rebondis sur l'alternance et l'apprentissage, de pouvoir ensuite les former sur leur lieu de travail finalement. Il faut complètement immerger les personnes dans l'entreprise, c'est important. Il faut partir du besoin de l'entreprise, du besoin de compétences de l'entreprise. Alors après, il y a des notions qui sont ou qui relèvent d'autres champs que simplement la compétence professionnelle. C'est la question des savoir-être, notamment, qui est très importante aujourd'hui dans une entreprise. Et donc, il y a voir le premier critère de recrutement maintenant. Parfois, effectivement, on a des entreprises effectivement, qui nous disent « amenez-nous finalement des gens motivés, qui ont envie de travailler et charge à nous finalement de les former à nos process techniques. » Donc c'est vrai que ça compte. Donc le rôle d'une entreprise comme demain un atelier à former, pour moi, c'est une évidence. L'entreprise doit prendre sa place dans ce processus d'apprentissage, mais qu'on nous parle finalement de formation de demandeurs d'emploi ou de personnel qui ont vocation à faire des choix, de se réorienter. Positionnement dans l'entreprise, en extérieur de l'entreprise. Exactement. Isabelle, vous voulez apporter un complément ou... Alors, quand j'entends dire 70% des personnes n'ont pas des grands chiffres, attendues. Voilà. Alors, c'est vrai que les chiffres, on en trouve dans cet univers. Alors là, à l'appel. Des romans entiers de chiffres qui ont du sens, qui n'ont pas de sens, qui sont vrais, pas vrais. Mais moi, j'ai des fois du mal, après 30 ans dans cet univers, à trouver les vraies données. Moi, ce que je vois plutôt, c'est de me dire que j'ai 70% de ces personnes-là, je ne peux pas dire, et j'ai du mal à admettre que l'on dise, elles n'ont pas de compétences. Ah non, bien sûr. Voilà. Elles ont plein de compétences, elles ont surtout besoin d'être accompagnées, et c'est là que certainement aujourd'hui il y a un tiers de confiance qui est absolument nécessaire pour créer cette passerelle entre son univers, l'univers de l'entreprise, tenir parfois même un peu la main dans le temps pendant les premiers pas dans l'entreprise, mais en tous les cas cette proximité-là, elle est essentielle. Donc ça c'est une première chose, et elles ont, ces personnes-là, énormément de choses à apporter à nos entreprises. Effectivement, elles vont avoir besoin qu'on les adapte, qu'on transpose,
qu'on leur fasse découvrir des nouveaux univers. Qu'on les forme aussi. Et qu'on les forme, et qu'on donne la place, et dans des petites entreprises, pour compléter ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est vrai qu'ils partent moins dans des formations un peu plus traditionnelles, je vais dans une journée, dans un organisme, machin. Mais tout ce qui est acquis au contact de l'autre dans l'univers de l'entreprise, et que l'on va aujourd'hui véritablement pouvoir valoriser en termes de compétences grâce à la FEST, ça c'est une chose extraordinaire. Si vous pouvez définir la formation aux situations de travail. Alors c'est pas de dire j'organise la formation de travail, c'est je reconnais que le travail au poste de travail génère de lui-même de la compétence. Donc c'est complètement différent parce que la sémantique qui a été choisie n'est pas très bonne et elle est souvent mal interprétée. Alors Franck, justement, je vous sens... oui, je voulais rebondir. Bien sûr. Je vous sens... Je vous laisse rebondir effectivement sur le propos d'Isabelle et puis ensuite on présentera un peu plus en détail le groupe actuel. Oui, je voulais rebondir sur ce que venait à Isabelle parce que c'est important en effet, si on prend des chiffres classiques et qu'on regarde comment ils sont en fait distribués au public, il y a le dernier rapport qui a été fait par la Cour des comptes qui montre que sur le nombre de chômeurs qu'il y a aujourd'hui, 57% des chômeurs n'ont pas le niveau bac, et qu'il y en a à peu près 20% qui n'ont pas le niveau CAP. Et qu'il y a plus d'1 million de personnes qui n'ont même pas ce niveau CAP, donc qui sont vraiment sans formation. Si on regarde ça, ce chiffre brut, on se dit, mais c'est dramatique, mais on parle de diplôme. Or, ces gens ont des compétences. Et c'est pour ça que c'est important de signaler ça. Ce sont des gens qui ont de vraies compétences, mais qui ne se situent pas dans les compétences qui datent d'il y a quelques années, tel diplôme, reconnu par des diplômes. Donc, notre rôle aujourd'hui, ça va être justement d'aller chercher ces gens-là, et de faire émerger les compétences qu'ils peuvent avoir, parce que même parfois eux-mêmes n'ont pas conscience des compétences qu'ils peuvent avoir dans certains domaines, à travers de la mise en situation. Je pense que c'est une vraie valeur aujourd'hui qui nous permet de déceler justement des compétences chez les gens. On les met en situation et eux-mêmes se découvrent en fait des capacités ou des compétences qui vont leur permettre d'intégrer le monde du travail. Et à ce moment-là, on va enchaîner sur des formations qui vont les accompagner. Et la deuxième chose qu'a dit Isabelle, sur laquelle je rebondis, c'est qu'en effet, on n'est plus dans de la formation. Je fais une formation et on laisse la personne ensuite vivre sa vie, entre guillemets. C'est qu'on va être vraiment dans de l'accompagnement pour faire en sorte que la personne puisse s'adapter à l'entreprise dans laquelle elle travaille, dans le bassin dans lequel elle travaille, et puis aussi qu'elle puisse éventuellement changer, en effet, de métier, parce qu'on sait, comme tu le disais, que les gens ne vont plus être sur un métier dans une entreprise pendant des années, qu'elles vont devoir s'adapter aux besoins, puis envie de changer aussi pour voir d'autres choses, s'enrichir et élargir son domaine de compétences. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui sur l'aspect de la formation. Ce qui permet aussi de valider cette fameuse période d'intégration, qui des fois, sur les représentations qui sont liées à différents métiers, on imagine un métier d'une certaine façon, finalement, avec ce qu'on a découvert dans les médias ou sur des fiches qu'on a lues et qui sont peut-être plus très actualisées, et que finalement, le fait d'être formé aussi sur son lieu de travail permet de faciliter cette période d'intégration et de permettre qu'on évite les ruptures de contrat, justement, non ? Il y a plein de choses qui sont très intéressantes, je pense, et bien plus intéressantes aujourd'hui qu'on forme les gens sur les lieux des entreprises, parce que ça va permettre déjà d'inculquer aussi l'ADN des entreprises, la culture, qui est vraiment très importante, parce que quand on arrive dans une entreprise qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est pas simple de pouvoir s'y intégrer, il faut vraiment être très souple, donc ça s'apprend aussi, ça s'acquiert avec les années, donc c'est vrai, ça c'est très bien. Et puis les entreprises elles-mêmes, tous les 6 mois, on est dans une vitesse de développement des entreprises et d'évolution. On en parlait tout à l'heure avec le digital, avec le numérique, avec la robotisation qui arrive. Tout ça va bouleverser l'ensemble des métiers qu'on connaît aujourd'hui, non qualifiés et même qualifiés. On le dit souvent, mais dans les 10 ans à venir, il y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas encore et qui vont émerger. Et donc, on va devoir accompagner les gens sur ces changements, parce qu'aujourd'hui, ça va être un bouleversement pour tout le monde, pour nous tous autour de la table, et pour tous les gens qui cherchent un travail ou qui travaillent. Donc, je peux même parler de mon cas personnel, parce que même moi, dans mon métier, si je m'endors sur mes compétences et que je me dis, ce que je fais, je le sais le faire et tout va bien, et je suis tranquille et ça va durer comme ça, je me trompe fortement. Oui. Je me trompe fortement. Voilà, il faut absolument se remettre en question et se former, se remettre à la page, comme on dit, pour pouvoir être en adéquation avec ce qui se passe sur le marché et tous les grands changements qu'il y a dans les entreprises, avec les collaborateurs en termes de management ou autre. Donc c'est capital. Alors dans les grands chiffres aussi que l'on sort sur la formation, c'est les 90% de la formation. On apprend 90% du temps de façon informelle, d'autant plus avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas faire, une grande spécialiste de la cuisine, un gâteau, je regarde un tuto. Finalement, j'apprends et je continue comme ça, et qu'il reste que 10% peut-être de formation présentielle ou très encadrée sur lesquelles on apprend. Vous êtes d'accord plutôt avec ces chiffres qui sont annoncés sur le côté formel-informel de la formation ?
Aujourd'hui, on voit que de toute façon, en effet, si on demande à toutes les personnes qui veulent suivre une formation de se déplacer, de quitter leur lieu de travail et d'aller faire les formations tout le temps. Puis il va y avoir des disparités géographiques en dehors de voilà, cette ça peut être très compliqué ça, en termes de coût, de temps, d'absentéisme sur le lieu de travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en faire, mais ça veut dire qu'en effet, l'aspect tuto et tout ce qui peut se faire à distance peut se développer, la visioconférence et tout ça, c'est des outils qu'il va falloir utiliser. Avec la fibre et la 5G qui arrivent, ça va pouvoir encore plus être utilisé. On en parlera après. Je pense qu'il y a un complément aussi de ce que dit Franck, c'est que de toute façon, d'un point de vue pédagogique, on sait que ce qu'on lit, l'ancrage est... Voilà. Le voir déjà, pour la recette du gâteau, c'est important. Oui. Et alors le pratiquer... C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et le transmettre? Et le transmettre, c'est banco. Mais donc ça, ça veut dire que c'est extrêmement important. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un effet générationnel. On vit dans cet univers, on le disait tout à l'heure, hyper accéléré, où on va occuper un laps de temps très micro, donc tout ce qui va être de l'ordre du micro-learning, que l'on va pouvoir aller butiner. Un vieil auteur disait ça, butiner pour avoir une tête plutôt bien faite que trop pleine. Mais c'est réellement dans cet univers, je trouve que l'on arrive aujourd'hui, on n'en a jamais été aussi près. Pourtant, les jeunes, Jean-Paul, je me tourne vers vous, Jean-Pierre, pardon, il fallait que je le fasse au moins une fois, je suis désolée. Jean-Pierre, je me tourne vers vous. Effectivement, les jeunes, pourtant, vont regarder des tutos ou ce genre de formation, effectivement, pour eux, mais dans le cadre de la formation, plutôt dans le cadre d'un CAP ou autre, n'ont pas encore ce réflexe d'aller chercher des tutoriels ou de vouloir être formés à distance et attendre de l'enseignant beaucoup plus, non ? Alors, je pense qu'ils ont à ce niveau-là besoin d'être accompagnés. Effectivement, aller capter des granules sur YouTube, Internet, etc. Bien sûr, ça fait partie de la culture. Maintenant, la vision globale, la construction de compétences, puisque c'est quand même bien ça qu'on recherche, ça nécessite d'être accompagné, organisé. Dans le cadre de la réforme de la formation, effectivement, nous les CFA, on est invités à nous réinventer, à nous reconstruire. Les durées de formation changeront, les dispositifs changeront, les accès à la formation changeront. Et on aura intérêt à combiner avec du e-learning, avec de la classe virtuelle. On est derrière son écran et puis on a un formateur qui est à distance. Le présentiel restera, il est indispensable. Il y a beaucoup de métiers où il y a de la pratique. Donc c'est là où il faut réunir les populations à former. L'outil pédagogique là est important. Et puis le but, c'est d'amener tout ça vers une certification, une concrétisation. Bien sûr, c'est de ne pas passer de tout l'un à tout l'autre. On n'est pas dans ce modèle-là, mais vraiment, on vise la compétence et on met des méthodes et des moyens pour que tout le monde puisse avoir accès. Voilà, tout à fait. Ce qu'on doit cultiver aussi, c'est la prononce. C'est nous, de plus en plus, dans les CFA, on travaille avec des modes projets. Voilà, c'est d'orienter un jeune, un groupe vers la construction, l'aboutissement d'un projet. Ce qu'attendra plus tard l'entreprise, dans tous ces métiers où on doit se réinventer, c'est justement de l'autonomie. Et cette autonomie, on la construit de cette façon-là, dans les CFA, avec ce mode projet. Et puis donc d'autres types de compétences qu'on appelle les compétences transverses. Quand je travaille en mode projet, je travaille en équipe aussi. Bien sûr. Donc j'apprends à travailler avec d'autres, à me tempérer des fois, à faire valoir mon point de vue aussi. Il y a peut-être aussi ce type de compétences ? Oui, c'est de chercher les ressources, c'est de planifier. On est sur des formations qui sont très pratiques. Vous parliez de fibre optique. Voilà, là, on travaille avec beaucoup de matériel, il y a beaucoup de consommables, et tout ça, ça se gère. Donc ça fait partie, là aussi, de ce qu'on enseigne au niveau des groupes dans les CFA. Alors revenons sur le marché de l'emploi aussi et sur l'insertion professionnelle. Et là, Franck, avant d'aller un peu plus en détail sur le rôle de la formation sur le marché de l'emploi et comment elle va permettre cette accessibilité, même si on vient d'un peu en parler, regardons dès à présent la présentation du groupe Actual en images.
Alors, comme on a pu le voir, effectivement, vous êtes dans plusieurs secteurs et vous favorisez l'insertion professionnelle par la formation. Expliquez-nous votre démarche au sein du groupe Actual, Franck. Alors c'est une démarche assez vaste, parce qu'aujourd'hui, vu que c'est incontournable aujourd'hui la formation, c'est vrai qu'on se rapproche des entreprises et ça fait partie des choses qu'on va leur proposer pour pouvoir ou créer leur main-d'œuvre, puisque s'ils ne l'ont pas, évidemment, il faut la créer, et c'est le cas de la majorité des entreprises aujourd'hui. Il y a une vraie pénurie aujourd'hui de main-d'œuvre qualifiée, donc ça on le sait depuis déjà un bon moment. On est parmi les derniers pays classés dans l'OCDE en termes de main-d'œuvre qualifiée. Donc si on veut trouver de la main-d'œuvre qualifiée, aujourd'hui il faut qu'on la forme, il faut qu'on s'y prenne maintenant pour que dans les années à venir, on puisse avoir les gens qui s'adaptent au marché du travail. Donc notre démarche aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience ça aussi à certains patrons d'entreprise, parce que c'est aussi une révolution pour eux. Aujourd'hui, dans la tête des patrons d'entreprise, ils proposent un emploi, ils veulent avoir les meilleures compétences, ils veulent des gens... Encore à 5 pattes, on en est encore là ou... Alors, ce n'est pas forcément les moutons à 5 pattes, on n'en est même pas là. C'est des compétences qu'on trouvait très facilement il y a quelques années. Et qu'on ne trouve plus. On ne trouve plus, parce qu'aujourd'hui, ils ont été captés, ils sont vraiment intégrés dans les entreprises. Donc, ça devient compliqué de les trouver. Et puis, il y a des métiers aussi que les gens veulent moins faire ou plus faire. Donc, il faut aussi... qu'est-ce qu'on fait pour ces métiers-là? Les rendre attractifs? Alors, les rendre attractifs, ça c'est certain. Il y a aujourd'hui des vrais métiers qu'il faut rendre attractifs. Et la formation va venir se mettre dans plusieurs domaines et à plusieurs moments, justement, par rapport aux entreprises. Vous parliez tout à l'heure du savoir-être. Donc, c'est vrai que c'est un des domaines que l'on entend systématiquement aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises commencent à réfléchir, à se dire on peut former les gens. C'est-à-dire que nous, on peut aussi avoir la capacité de rapporter l'aspect technique. Vous parlez de l'aspect technique et pratique sur le terrain, ça bien sûr. La compétence opérationnelle, on peut la prendre dans les entreprises et c'est une évidence puisqu'ils ont les compétences, ils ont les gens qui sont là pour, les anciens qui peuvent transmettre leur savoir justement. Et ça, c'est aussi important dans la transmission du savoir des compétences des gens. Donc c'est très bien. Et ils nous demandent justement cette base, souvent savoir-être aussi, pour s'intégrer dans l'entreprise et venir s'adapter aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer tous les jours. Donc, quel type, par exemple, citer des exemples de savoir-être, ou quel type, quels sont les exemples que les entreprises donnent actuellement? Ça peut surprendre, parce que c'est vraiment, ça reste. Souris, non, mais ça peut surprendre parce qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une formation en savoir-être? Alors qu'en réalité, savoir-être de base, on entend parler. C'est savoir-être de base, c'est tout bêtement ça. C'est-à-dire que quand on parle de personnes qui sont éloignées de l'emploi, en effet, ou qui ont besoin d'être accompagnées pour revenir dans l'emploi parce qu'ils sont éloignés depuis un certain temps, c'est des choses qui nous paraissent peut-être basiques, mais qui, en tous les cas, sont importantes. C'est arriver à l'heure à son travail, la ponctualité, dire bonjour, dire au revoir, respecter son environnement, ses outils de travail, écouter ce qu'on nous demande, être respectueux des autres, enfin des choses très, très simples, mais qui ne sont pas une évidence pour autant, parce que quand on est déconnecté de l'emploi, on n'a plus ce cadre et ce schéma. Et donc la valeur travail, c'est plus une référence, c'est plus quelque chose qui nous parle, et il faut réapprendre ça. Et ça, c'est un vrai cheminement qu'on doit faire aussi en termes de formation, pour remettre d'abord les gens dans ce cadre, et ensuite pouvoir les amener vers un aspect technique. Si on n'apporte que l'aspect technique et qu'il n'y a pas la compétence, ou le savoir-être, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment un ensemble de choses. Donc on est vraiment dans l'accompagnement. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, on est dans ces cas-là un peu dans l'éducation aussi, c'est de l'éducation. Accompagnement, éducation, formation, finalement. Tout à fait. Donc c'est vraiment important. Donc notre démarche auprès des entreprises, c'est de faire prendre conscience aux patrons d'entreprise aujourd'hui que, en effet, s'ils cherchent des gens qui ont des compétences les plus qualifiées et les meilleures, ce qui est logique en soi, quand on a une entreprise, on veut les meilleurs, donc j'entends bien, mais qu'il n'y en a pas, on va chercher pendant 2 ans. Donc il faut peut-être revoir les compétences à la baisse et se dire quel est le niveau moyen au minimum dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser le travail qu'il faut, parce que mon entreprise doit tourner. Et puis derrière, nous, on va apporter un complément en formation et accompagner les entreprises dans une démarche de renouvellement et de révolution, parce que souvent assez compliqué. Alors c'est aussi comment je vais accompagner la personne pour qu'elle puisse acquérir au sein de mon entreprise des compétences, voire même évoluer, j'imagine. Ah oui, bien sûr, puisque toute entreprise évolue, quel que soit le domaine aujourd'hui, vous avez vraiment des évolutions et même des grands changements qui sont en train d'arriver, que ce soit dans la logistique, dans l'agroalimentaire, les chaînes de fabrication, les gens... Il n'y a pas un domaine qui n'est pas impacté, en fait. Il n'y en a pas un seul. Donc aujourd'hui, on voit, et ça va être encore pire, si je prends un exemple tout à fait concret pour que ça soit parlant, si on parle du transport aujourd'hui, il manque beaucoup de chauffeurs en France, 20 000 chauffeurs à peu près aujourd'hui en France, donc on forme beaucoup de chauffeurs, mais on sait que dans 10 ans, il y a de grandes chances qu'il y ait des choses qui soient automatisées et que les chauffeurs n'aient plus forcément d'emploi. Donc dans 10 ans, ça veut dire qu'à nouveau, ils vont devoir changer de travail. Il faut déjà anticiper ça, parce que ces 10 ans, ça passe très très vite. Et pour le coup, on en a quand même besoin pendant 10 ans. Et pour le coup, on en a besoin pendant 10 ans. Donc ça veut dire que ces 30 000, il y a un an de ça, il manquait 30 000 chauffeurs, donc il en manque encore 20 000, donc on forme énormément de gens dans ce domaine-là.
Et pour autant, on sait que dans 10 ans, il faut prévoir l'après, et dès maintenant. Donc ça veut dire quelles sont les compétences de ces gens-là pour pouvoir rebondir sur d'autres métiers, comment on va pouvoir les accompagner, comment on va pouvoir les faire changer, et les faire aussi changer dans leur tête, parce que ce n'est pas un acquis, on est chauffeur et on n'y est pas pour la vie. Voilà. Alors justement, quel est le type de formation qui est le plus demandé actuellement ? Alors les chauffeurs, je viens d'en parler, oui. Ça c'est une évidence, la logistique, le transport demande beaucoup. Oui. Logistique. Mais j'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont demandeurs. Il y a vraiment une vraie pénurie de main-d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on ne rencontre pas aujourd'hui, dans toutes les entreprises que je peux rencontrer, je rencontre quand même beaucoup, que ça soit dans la chimie, dans la pharmaceutique, dans le nucléaire. Dans les services aussi. Dans les services, c'est un des premiers domaines qui recrutent. La restauration, enfin tous les domaines, tous soins à la personne. Les soins à la personne, tous ces domaines-là recherchent des compétences aujourd'hui et recrutent. Donc ça veut dire qu'il y a... C'est bon signe. C'est très bon signe, hein, mais ça veut dire quand même qu'il y a un souci. On a au niveau national un taux de chômage à 8,8, les derniers chiffres. Dans la région, 7,8, donc un peu inférieur au national. Pour autant, ça veut dire que si on a 7,8% de chômeurs et qu'on a autant de postes à pourvoir, c'est qu'il y a un décalage. C'est qu'il y a deux mondes parallèles qui essaient de communiquer. Ouais. Donc on est à la croisée des chemins entre des gens qui veulent bien venir travailler, mais qui ne sont pas adaptés forcément aux besoins des entreprises, et des entreprises qui voudraient des gens sans doute plus qualifiés, mais qui ne sont pas encore qualifiés. Donc, et puis il y a peut-être cette fameuse représentation des métiers en disant non, je ne veux pas aller dans la logistique parce que je ne veux pas porter des charges ou je ne veux pas, alors que les métiers ont énormément évolué ou d'autres métiers également. Mais ça c'est vraiment, il faudrait prendre le problème à la base, à la source. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi une vision des métiers, de l'industrie, de la logistique ou de tous ces métiers-là, les métiers manuels en fait, les métiers de bouche, qui sont dévalorisés aussi dès l'école. Donc là aussi, il y a aussi une attractivité qu'on doit redonner à ces métiers parce que c'est une vraie valeur et que c'est des métiers riches et qui sont des métiers nobles, parce qu'il y a absolument besoin de faire ces métiers. Et c'est pour autant, les entreprises se révolutionnent aussi dans ce domaine-là, en les rendant beaucoup plus attractifs, avec des conditions de travail qui contrairement à ce qu'on peut penser dans l'industrie notamment, les conditions de travail, c'est pas germinal. Hein, ça a évolué quand même. Voilà. C'est aussi un des objets de la réforme. Hein. On a commencé par la partie, finalement, entreprise, financement. Il y a un gros volet dans la réforme qui est l'accompagnement des branches professionnelles. Et c'est éminemment important. Donc effectivement, on nous a structuré aujourd'hui par grandes filières, donc avec des cohérences entre les métiers de l'amont vers l'aval. Donc tout ça paraît assez cohérent. Maintenant, il faut que les branches professionnelles, en tout cas pour certaines d'entre elles, gagnent en maturité sur leur capacité à se projeter sur leurs besoins en main-d'œuvre à plus ou moins court terme, mais aussi ce que vous disiez, l'exemple des chauffeurs est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en capacité de proposer, nous, aujourd'hui, secteur d'activité du transport, qui recrutons des personnels pour exercer une activité dont on sait qu'a priori, à terme, à horizon, une dizaine d'années, les camions vont devenir autonomes. Et ça, c'est très, très important parce qu'on a trop souvent, finalement, nous, vécu des changements d'orientation quand on était quasiment au pied du mur. Et quand on est au pied du mur, en général, c'est compliqué, c'est trop tard. Oui. Alors on peut toujours mettre en place des solutions un peu en urgence. Mais moi, je me souviens, quelques années, avoir vécu un peu la révolution digitale au sein des agences de voyage. Et c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas su suffisamment déceler l'impact qu'allait amener le digital sur un certain nombre de métiers dans cette branche professionnelle. Et un des volets de la réforme insiste vraiment là-dessus, donne les moyens aux branches professionnelles de vraiment amener la réflexion là-dessus, sur la prospective, l'impact du digital sur leurs propres activités, pour essayer effectivement de donner un peu de visibilité. Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de visibilité sur leur bassin d'emploi. Donc il y a une dimension territoriale après qu'on peut rajouter, selon où on se trouve aujourd'hui dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que l'on soit demandeur d'emploi, on n'a pas forcément les mêmes contraintes. Bien sûr. Que dans d'autres régions, bien entendu. Exactement. Donc selon qu'on est frontalier avec la Suisse, on va avoir des opportunités d'emploi qui sont différentes. Donc c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire actuellement, mais c'est aussi quel est le devenir
Et pour ça, je remonte un peu la chaîne. Donc, Jean-Pierre, je reviens vers vous en tant que directeur général du réseau des CFA du Cretté. Vous êtes, j'allais dire, à l'origine. Donc, vous formez les CAP et d'autres jeunes, justement, qui vont arriver par le biais de l'apprentissage ou de l'alternance sur le marché de l'emploi directement, sur différents métiers, donc des métiers en devenir, tels que la fibre optique ou autres. Alors, nous sommes un réseau de CFA qui est spécialiste des métiers autour de la maison connectée. Donc il y a 3 grandes filières. Il y a celle du très haut débit. On a un phénomène actuellement là, qui est le plan France très haut débit, avec un déploiement qui est en cours. Il y a plus de 30 millions de prises à câbler en haut débit. Il y en a une dizaine déjà câblées. Ça a été réalisé dans les zones les plus simples. Les 20 millions restants sont les plus difficiles, finalement les plus éloignés. Le temps imparti est court. On a mis 10 ans pour les 10 premiers millions. Et là, en 5 ans, la pression est de pouvoir réaliser la prestation. Nous sommes également sur les métiers des services autour de cette maison connectée. Donc là, ce sont des techniciens, des gens qui interviennent à domicile pour réparer tous les biens électriques et électroniques de la maison. Et nous avons également une filière commerce sur ces mêmes produits techniques. Vous parliez des difficultés donc, de recrutement. Nous, à notre niveau, on les rencontre déjà. Finalement, on se rend compte que beaucoup d'entreprises ont envie d'accueillir des alternants. Un CFA, pour fonctionner, collecte les offres de contrat. En même temps, communique auprès des jeunes qui souhaitent venir faire de l'alternance. Et puis, on a un gros travail d'accompagnement, de mise en relation, justement, de ces jeunes qui ont un projet métier vers ces entreprises qui ont des besoins emploi. Donc, déjà, à cet endroit-là, nous avons un problème de visibilité. C'est-à-dire que les entreprises demandent plus qu'il y a de candidats dans certains secteurs ? C'est pas général, mais dans certains métiers, oui. Lesquels, par exemple ? Lesquels métier de la technique, par exemple. Métier de la technique et des services à domicile, qui sont des métiers avec des conditions de travail en autonomie, qui peuvent être très passionnantes si on s'intéresse aux produits, aux technologies utilisées, et qui manquent néanmoins d'attractivité vis-à-vis du public jeune. Donc on a vraiment un constat, ça existe dans d'autres filières, mais dans la nôtre, on a vraiment ce constat de difficulté d'attirer des jeunes sur ces métiers. Donc là, il nous manque des outils d'orientation. Là aussi, le fait que comme disait Cyril, que les branches se réinvestissent justement dans la formation professionnelle. Nous, on attend beaucoup de la part des branches pour justement tout cet aspect communication, visibilité sur les métiers, de façon à donner envie à des jeunes de venir vers nos métiers. Et ce phénomène-là, je pense qu'on le retrouve après, plus tard, même sur le marché de l'emploi. On aura de plus en plus de données sur ces sujets-là, puisqu'on avait eu sur la précédente réforme les fameux observatoires de branches qui étaient créés. Alors c'est vrai que le temps que la machine se mette en marche, certaines branches, que ces données soient collectées et qu'elles soient analysées, projetées dans l'avenir. On arrive là, on n'a jamais été, là encore une fois, aussi présent sur ce sujet-là et sur cette capacité de projection avec tout ce que l'on a pu analyser et collecter ces dernières années. Donc certaines branches sont allées plus vite que d'autres. Ça fait toujours partie de l'histoire. Et les dernières vont arriver. Donc on va vraiment pouvoir, et vous allez dans le rôle fondamental qui vous est donné, vraiment pouvoir vous réadapter et ajuster tous ces sujets-là pour les métiers d'avenir. Bien sûr, parce que après notre constat, c'est qu'une fois que le jeune part dans un cycle, et surtout de l'alternance, qui est finalement le croisement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la construction des savoirs, la compétence qui est mise en œuvre en entreprise, voilà, tout ça c'est très riche, ça fonctionne très bien. On a une excellente insertion professionnelle. On a 90% des jeunes qui sont à l'emploi à l'issue d'un parcours en alternance. Donc voilà, il y a vraiment ce sont bien les clés de la réussite, mais avec cette difficulté en amont de trouver le bon jeune au bon endroit pour répondre aux besoins de l'entreprise. Franck. Je voulais rebondir sur ça, parce que ce qui est important aussi dans le métier que je fais aujourd'hui au quotidien, c'est justement d'aller alerter les jeunes et de les orienter pour leur donner du sens et leur dire ces métiers-là sont attractifs et voilà pourquoi ils le sont, et voilà ce que ça va vous apporter, voilà ce que ça va vous donner au quotidien, même dans votre vie personnelle. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la valeur, qui va vous donner de l'assurance, etc. Donc on doit, je pense, aller justement rencontrer ces jeunes dans leur milieu, c'est-à-dire les écoles, dès le départ, pour pouvoir intervenir auprès de classes ou dans des amphis sur les différentes écoles,
pour communiquer avec eux, donc c'est ce qu'on fait dans la région, pour leur expliquer justement quels sont les métiers aujourd'hui qui sont attractifs dans la région dans laquelle ils se trouvent, parce que s'ils se forment pour des métiers qui n'existent pas, ça n'a pas d'intérêt, et qui sortent avec des superbes diplômes, mais qui ne sont pas adaptés, ils vont être au chômage, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc on leur explique, on leur donne aussi les moyens de le faire, on leur dit qu'on peut les accompagner, et on leur donne du sens. Pourquoi ces métiers aujourd'hui sont attractifs? Parce que c'est pas ce qu'on leur dit au quotidien. Donc c'est important aussi d'aller leur passer les bons messages pour qu'ils puissent arriver dans des bonnes filières. La clé, c'est qu'ils le découvrent aussi par eux-mêmes. Nous, on prône beaucoup, on incite beaucoup les entreprises à accueillir des stagiaires, voilà, sous quelle que soit la forme, que ce soit au travers d'un cursus bac professionnel, ça peut être par le biais des missions locales, ça peut être par le Pôle emploi, et c'est la meilleure solution pour pouvoir faire découvrir justement un réel environnement professionnel à un jeune. Et puis là, la réforme va apporter une petite touche en plus aussi, c'est que dans ce qu'elle donne comme contrainte au marché, qu'elle rend de plus en plus concurrentielle sur le sujet de la formation professionnelle, elle oblige un organisme, vous venez de parler du vôtre, de ce taux de 90% d'insertion dans l'emploi. Donc les jeunes de demain vont aussi pouvoir avoir un indicateur extraordinaire et de se dire, eh bien, ce métier-là me plaît et cet organisme-là, etc., il a en plus tel taux de réussite dans le pari que j'ai envie d'avoir avec lui. Donc, alors que, rappelez-vous, il y a quelques années... Ce n'était pas possible. C'était voire même un peu obscur. En tous les cas, on n'avait pas des choses complètement factuelles pour pouvoir s'engager de façon sereine dans ce parcours. On a à cet endroit-là 3 indicateurs finalement dans le fonctionnement de CFA. On a ce qu'on appelle l'érosion déjà, parce qu'on a tout un travail d'accompagnement, justement ce jeune qui a son projet et que l'on souhaite mettre en face du besoin de l'entreprise. On l'accompagne. Si l'accompagnement est bien fait, le jeune va jusqu'au bout de son parcours. Nous, ce qu'on se donne, c'est de ne pas aller au-delà de 10% de taux de rupture pendant le parcours. Ça, c'est notre premier indicateur, c'est l'érosion. Ensuite, c'est le résultat à l'examen, bien sûr. Avant tout, derrière tout ça, il y a un diplôme, il y a une certification. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Et puis le troisième, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien sûr l'insertion professionnelle, puisqu'avant tout, l'alternance, c'est principalement fait pour ça. Alors revenons justement sur le questionnement de départ, qui est aussi l'orientation. Pour tout cela, il faut avoir un jeune. Il faut donc qu'ils viennent vers vous, mais aussi des moins jeunes aussi. Ou moins jeunes. Voilà, ou des moins jeunes, ce que j'allais dire, qui arrivent pour aller vers des métiers. Donc on peut se poser aussi la question du nouveau CPF. En quoi, effectivement, on va réussir à pouvoir, en tant qu'apprenant, je suis un salarié ou bien demandeur d'emploi, en tout cas, je cherche une formation, comment je vais pouvoir cliquer et y arriver. Mais avant de voir que je puisse vous poser ce type de questions, je voudrais qu'on s'attarde un peu plus sur un témoignage, justement, que vous avez filmé et d'une personne en reconversion professionnelle. Découvrons-la en images. J'ai connu Actual parce que j'étais à la recherche d'emploi. J'avais un secteur de recherche par jour. Je me suis présentée chez eux en tant que chauffeur de cylindreur. Je leur ai donné mon expérience, mon CV. Ma femme a connu l'agence Actual avec une prise de contact directe avec eux. Elle est arrivée avec ses qualifications. Elle a fait des demandes pour travailler dans le TP. Actual a été important pour moi parce qu'ils m'ont soutenu. Ils m'ont surtout écouté. Ils m'ont envoyé faire des formations complémentaires en plus. Franchement, je leur remercie pour ça. Elle avait des compétences avant ça dans le terrassement. Par rapport à ça, elle voulait s'orienter plus vers l'enrobé. Elle a été formée, notamment grâce aux entreprises où elle a pu être prise en main. En fait. Alors, quand je suis arrivée chez Actual, je me suis présentée en tant que chauffeur d'engin. J'étais la seule à arriver et dire que j'avais un CACES qui faisait des engins de terrassement. En tant que femme, ça faisait bizarre. Les gens sont surpris de voir une femme dans des machines qui sont vraiment pour les hommes, on va dire. Elle est très carrée de ce qu'elle aime faire en général. Je pense que c'est un métier qui est adapté un peu à elle, quoi, à son caractère, à sa façon d'être. Vous avez toujours un accompagnement quand même tout au long de la mission, savoir si la mission est adaptée à vos compétences. En faisant cette mission, moi je voyais juste le fait de travailler, avec l'espoir également d'être embauché dans une entreprise, n'importe laquelle, mais surtout que les gens reconnaissent mon travail et ma détermination dans ce domaine. Je pense qu'elle a su quand même montrer ses qualités, ses compétences, son savoir-faire, qui fait qu'Actual l'a suivi aussi, et son sérieux surtout, qui fait que maintenant, si ça débouche sur un CDI, parce que je pense qu'elle le mérite.
Alors le témoignage que l'on vient de voir de Katie, c'est vraiment le témoignage de la reconnaissance, de l'accès justement et de l'accompagnement vers l'emploi, tout ce que l'on a dit. Et effectivement, ce fameux compte personnel de formation, le CPF, accessible désormais à tous les individus, demandeurs d'emploi ou salariés. Et en fait, la question que j'ai envie de poser, mais je vais me tourner vers Madame Pinon. Bonjour. Vous êtes DRH du laboratoire Vivaci, donc du côté employeur justement. Comment ça va se passer pour vous cette réforme de la formation professionnelle en tant qu'entreprise de plus de 50 salariés? Et je fais le petit lien avec ce fameux compte personnel de formation et l'accessibilité à vos salariés. Principalement, l'impact de cette nouvelle réforme a été majeur sur le financement, dont on ne dispose bien sûr beaucoup moins. Donc on a sollicité une collaboration avec Actual pour mettre en place et mobiliser des nouveaux fonds pour intégrer des nouveaux collaborateurs et pouvoir les intégrer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour à la fois les amener vers de nouvelles compétences et les intégrer sur les savoir-être, comme on évoquait tout à l'heure, dans l'esprit et les valeurs de l'entreprise. En ce qui concerne aussi justement ce dont on parlait tout à l'heure, cette fameuse intégration et donc contrat pro, formation sur le lieu de travail, qu'en pensez-vous justement ? Eh bien écoutez, c'était la formule justement qui nous a permis de se mettre en relation avec Actual, puisque nous souhaitions avoir des profils nouveaux qui étaient plutôt sur des compétences qui ne correspondaient pas forcément au métier dont on avait besoin sur les opérations de conditionnement, et aussi de projeter dans des futurs métiers de conditionnement et des conduites de ligne, qui sont des métiers évolutifs qui partent d'un opérateur de production vers un conducteur de ligne. Donc on avait besoin de recruter des personnels qui avaient un potentiel et de solliciter donc Actual au niveau des fonds de formation pour mettre en place un contrat de professionnalisation dans ce cadre. Donc vous aussi, vous aviez des difficultés de recrutement sur ce type de secteur ? Tout à fait, on cumule un petit peu parce que nous sommes en frontière de Suisse, donc évidemment, on cumule un peu la pénurie. Et quelle est votre vision justement du futur de la formation dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises ? Alors, la formule peut s'articuler avec cette nouvelle réforme sous deux aspects, à la fois développer la collaboration des salariés eux-mêmes avec leur CPF, en collaboration avec nous, sur développer des compétences nouvelles qui nous aident à nous rendre plus innovants sur certains métiers, du numérique, mais pas seulement, aussi en R&D, en fabrication et en méthode. Et ensuite, de développer les formules qu'on vient de mettre en place sur un contrat de professionnalisation qui démarre une intégration accompagnée par un formateur externe qui ne mobilise pas non plus des salariés internes. Donc le double enjeu où il y a une disponibilité parfaite de nos salariés internes et on met à disposition immédiatement des nouvelles compétences pour renforcer nos équipes. Merci beaucoup. Alors effectivement, le maître mot aussi que vous avez beaucoup cité et qui nous occupe aussi ce soir, c'est formation bien entendu, mais c'est accompagnement. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'aucune compétence finalement n'est accompagnée actuellement dans sa recherche, mais aussi dans sa mise en œuvre. On ne va pas dire peut-être qu'elle ne le soit pas du tout, mais en tous les cas, elle ne l'est pas forcément toujours par des personnes qui sont tellement implantées et pour lesquelles l'univers du travail, des emplois, des métiers coule dans les veines. Ce qui est quand même un peu plus le cas de maisons comme la nôtre. Quand je vois le reportage, on voyait celui de Katie à l'instant, moi c'est toujours une super émotion parce qu'on a le plus beau métier. On a un président qui dit toujours on a le plus beau métier du monde. Mais c'est vrai, quand on a la possibilité de permettre à une personne de réaliser son projet, de faire en sorte que le travail lui permette cet épanouissement, cette insertion dans la société, cette reconnaissance, cette fierté d'elle-même, cette confiance en elle, moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en parallèle, on a une entreprise qui a juste trouvé une perle qu'elle cherchait, qui l'attendait, et voilà. Donc, ce côté marieur, mais il faut, voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut, encore une fois, je disais tout à l'heure, tenir la main. Tenir un peu la main à l'entreprise et leur proposer parfois des solutions un peu plus nouvelles. Et tenir la main à des candidats pendant un petit bout de chemin. Et puis après, ils s'envolent. Et ça, c'est quelque chose de toujours
Extrêmement. Moi, je me lasse pas. Je suis toujours aussi émue quand je vois ce type de sujet. C'est un métier passionnant. C'est vrai que notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre ces deux univers et de trouver des solutions pour qu'ils se rencontrent. Hein. Surtout là aujourd'hui où il y a vraiment une scission un peu entre la vision du travail et la vision du travail de toute une génération aussi qui arrive, qui ne voit pas du tout les choses de la même façon que nous à notre époque. Et puis les entreprises qui doivent se révolutionner aussi parce que il faut que leurs entreprises tournent et qu'ils ont besoin de nouvelles compétences et de mettre des choses nouvelles en place. Notre rôle, c'est d'être au milieu et de trouver, de s'adapter, d'être créatif, d'être innovant et d'apporter des nouvelles solutions pour que ces deux mondes se rencontrent et que tout le monde puisse travailler et avoir cette valeur travail qui, dans la société, est très importante. Et donc, ça va être la même chose aussi pour les OPCO, Cyril? Absolument. Moi aussi, je revendique le titre de meilleur métier du monde. On va se le partager. D'accord, ça marche, Cyril. Merci. Accepté. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est très important. C'est vrai que la satisfaction qu'on peut avoir parfois en fin d'une préparation opérationnelle à l'emploi, on l'a cité tout à l'heure, de groupes qui ont été intégrés, voilà, avec leur histoire, avec leurs doutes, leur capacité à se projeter dans un emploi, avec des employeurs qui les attendent à la sortie. C'est vrai que c'est de vraies satisfactions que nous vivons quand on est en capacité effectivement de voir ces gens-là rebondir dans l'emploi, trouver l'entreprise, parce qu'ils font aussi l'effort de la chercher. Ce moment de rencontre est capital et il se fait beaucoup de choses aussi sur ce sujet-là. Et là aussi, le digital révolutionne pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a de vraies satisfactions, alors que ce soit pour des jeunes qui souhaitent intégrer la voie professionnelle par l'apprentissage ou des demandeurs d'emploi qui souhaitent intégrer directement des entreprises. Et effectivement, on en a parlé un peu, mais ils arrivent aussi avec leurs compétences et ils enrichissent par leur parcours l'entreprise dans laquelle ils vont rentrer. C'est vrai que c'est au quotidien de vraies satisfactions. Beaux métiers. On fait de beaux métiers. Voilà, et c'est aussi source d'opportunité cette réforme. C'est vrai qu'on peut le voir comme quelque chose de négatif, mais finalement ce n'est que positif à travers vos échanges. C'est de l'accompagnement, c'est aussi le fait de revoir la pédagogie et nos différentes méthodes pour aller plus loin ensemble, permettre à toutes et tous finalement de trouver le job qui lui correspond et d'aller plus loin. Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Déjà, ça passe vite, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Merci Laetitia. Merci beaucoup à nos invités, merci au public nombreux d'avoir été présents, merci Madame Pinon, merci à toutes les écoles également présentes, SMA, le RIDIS, Digital Campus et j'oublie certainement l'Institut Carrel, pardon. Merci beaucoup, nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission sur un avenir, un travail. En attendant, retrouvez-nous directement sur les réseaux sociaux et en replay sur tlm.tv. À bientôt.